Voilà, bonjour à tous. Pardonnez-moi ce petit retard. Voilà, la caméra est posée. Je reprends mon souffle. J'ai un peu couru. Merci mon oncle de m'avoir dit on ne filme pas l'événement. Si. Voilà, donc cette journée, donc cette conférence était initialement destinée exclusivement à la famille. Et une conférence publique devait avoir lieu hier, mais si je puis dire, la discrétion dont avait fait preuve le public de la Vénois, comprenez le peu de réservation, nous a fait reconsidérer les choses et fusionner les deux conférences. C'est pourquoi nous accueillons aujourd'hui de la famille et des visiteurs, pour la plupart membres de l'association des Amis du Château de Trélon, que j'ai l'honneur de présider. J'invite d'ailleurs chacun d'entre vous, si ce n'est déjà fait, à nous apporter votre soutien en adhérant à notre association, bien entendu. William se tient, et voilà, c'est pas grave, vous l'avez croisé tout à l'heure, il se tient à votre disposition pour toute information à ce sujet. Chers oncles et tantes, chers cousins, chères familles et chers visiteurs, il y a 5 ans, nous avons eu une idée folle. C'est d'ouvrir le château au public. Une idée particulièrement audacieuse, tant les changements étaient grands. Le premier d'entre eux était évidemment cette idée inconcevable, que dis-je, totalement saugrenue, de promener de parfaits inconnus, en grand nombre, moyennant finance, à travers les salons de la maison dont l'usage était jusqu'à présent et depuis toujours exclusivement familial. Une idée à laquelle bonne maman, ma grand-mère, s'est prêtée bon an, mal an, avec une certaine résignation dans un premier temps, réitérant une fois... ou une résignation dans un premier temps, réitérant une fois de plus par là sa confiance sincère à mon égard. Mais, vous vous en doutez, elle n'était certainement pas au fond d'elle-même très emballée par le projet. Une idée à laquelle elle a finalement pris goût, accompagnant nos premiers visiteurs au fil des visites, ponctuant les interventions du guide de ces petites anecdotes, pour le plus grand plaisir de nos hôtes éphémères. Qui l'eût cru? Un autre bouleversement fut de toucher à la disposition du mobilier du château, pour rendre les pièces plus photogéniques et plus accessibles aux visiteurs tout en gardant l'usage personnel des lieux. Autre bouleversement, de toucher à la disposition des tableaux dans un souci de cohérence de la visite. Et autre bouleversement, de toucher à la disposition des pièces elles-mêmes, transformant notamment quelques années auparavant le petit salon en salle à manger familiale. Bien plus agréable au passage que la caisse de résonance exiguë et basse de plafond qui était la petite salle à manger familiale d'autrefois à l'étage inférieur de la maison. Ça, pour ceux qui l'ont connue, petite anecdote. Et oui, les temps changent et les habitudes sont difficiles à bouleverser. Mais je remercie de tout cœur mes parents, Diane et Bernard, et mon frère Charles, de la confiance qu'ils m'accordent dans cette aventure. Et nous sommes finalement passés de la politique de la grille éternellement ouverte et du château impitoyablement fermé au plus grand nombre, à celle de la grille fermée, pour des raisons évidentes de sécurité, mais du château ouvert au plus grand nombre. Alors certes, il y a une nécessité pécuniaire impérieuse à laquelle est confrontée une grande partie de nos générations, qui hérite de ce que j'appellerais la pierre de famille, une pierre que l'on aime, que l'on aimerait transmettre le mieux possible aux générations suivantes. Et vous le savez comme moi, l'entretien d'une maison comme celle-ci, c'est comme une gangrène mal placée, ça coûte un bras. Alors, certes, il y a cette nécessité pécuniaire, mais il y a aussi, dans mon cas, une volonté très forte de participer du mieux possible d'une part à la valorisation de cette région qui souffre économiquement et ne demande qu'à se développer, mais d'autre part également de faire rayonner le château de Trélon et par là même l'ensemble de la famille.
Je souhaite particulièrement que chacun de nous retrouve, si ce n'est déjà le cas, la fierté d'appartenir à cette famille qui a elle-même tant rayonné dans les siècles passés. Et Monseigneur de Mérode, dont nous fêtons donc cette année les 200 ans de sa naissance, en est un des exemples les plus emblématiques. Vous vous en doutez, cette journée est financièrement une opération blanche pour l'association que je préside. Lorsque tante Alexandra, malheureusement, elle n'est pas là aujourd'hui, alors elle a un gros rhume, je vous rassure, elle n'est pas allée en Chine. Mais voilà, par égard pour vous tous, voilà, elle se garde pour elle. Alors, j'en profite, la caméra est là, elle verra peut-être les choses par interposition. J'en profite pour la remercier affectueusement pour le soutien précieux qu'elle m'apporte depuis le début de la saison dernière. Donc, elle a pris contact avec notre conférencier du jour et lui a demandé combien il souhaitait en échange de sa prestation. Et il a répondu plus d'honneur que d'honoraires. Je remercie donc particulièrement Olivier Trasini, propriétaire du château de Corroy-le-Château, grand amateur d'histoire et dont les talents d'orateur ne sont plus à prouver, d'avoir accepté de nous présenter aujourd'hui la vie de Monseigneur Xavier de Mérode. Mesdames et messieurs, chères familles, assez de discours, place à la conférence. Je vous demande d'applaudir chaleureusement Olivier Trasini. Est-ce que vous permettez que je m'assoie? C'est évident, faites comme chez vous. Merci messieurs. Merci beaucoup Philippe. Merci évidemment aussi à Bernard et à Diane qui nous accueillent aujourd'hui. Merci à Charles, le grand frère et le protecteur de Philippe. Tout ça se fait magiquement bien. Et je voudrais également rappeler le souvenir de la princesse Philippe de Mérode qui est partie l'année dernière après avoir atteint les 100 ans. Et qui a été pendant si longtemps, peut-être pas pendant 100 ans, mais pendant de nombreuses années, l'âme de cette maison. Et je suis venu très très souvent du temps où j'étais là. Et donc c'est un souvenir que j'aime évoquer quand je vous vois tous. Alors je ne suis pas à Mérode. Je ne suis même pas apparenté au Mérode, même si ma famille a été alliée 7 fois au Mérode au cours de l'histoire. Je n'en descends pas. Mais je vous dis tout de suite que j'ai une sympathie innée pour Monseigneur de Mérode. Non, pas innée, une sympathie acquise pour Monseigneur de Mérode. Parce qu'au départ, on aurait pu se dire qu'un religieux qui était ministre des armées du pape n'était pas nécessairement l'équivalent de Charles de Foucauld, qui a été aussi militaire, aussi, quand même. Mais en étudiant de près sa vie, j'ai découvert une personnalité vraiment attachante, avec des aspects parfois un peu contrastés, peut-être plus par la nature des personnes qu'il fréquentait que par lui-même. Lui-même avait cette caractéristique que je soulignerai dans un extrait que je lirai plus tard. C'était ce qu'on appelle parfois abusivement un grand seigneur. C'est-à-dire c'était un homme dont l'ADN, les gènes étaient liés à une très ancienne famille et à des gens qui ont vécu au Moyen-Âge. Et l'ADN de ce genre de personnes n'est pas différent des autres, sauf qu'ils ont le culte d'une certaine forme de qualité qui est la loyauté et l'horreur de son exact envers qui est la traîtrise. Et ce qui caractérise Monseigneur de Mérode tout au long de sa vie, c'est sa loyauté absolue envers le pape Pie IX et envers la papauté en général. Le pape Pie IX, dont vous verrez que je ne suis pas tellement fanatique pour des raisons que je vous expliquerai. Il a été béatifié récemment, mais il y a quand même quelques pavés dans son jardin. Mais Monseigneur de Mérode a vu probablement tout cela. Je pense même qu'il l'a vu assez clairement. Il ne l'a pas exprimé, sinon lors du Concile de Vatican, où il a été un des rares évêques présents à s'opposer au dogme de l'infaillibilité pontificale. Il a failli par la suite, il n'a pas voté contre, mais il a argumenté longtemps contre l'infaillibilité pontificale, et c'est peut-être parce qu'il avait perçu une certaine faiblesse dans la vie courante
du pape Pie IX. Non pas dans son discours ex cathedra, mais le pape, comme vous le verrez, avait probablement certains aspects qui pouvaient lui déplaire. Alors il est né le 26 mars 1820, non pas le pape, mais Xavier de Mérode. Il est le fils du comte Félix de Mérode et de Rosalie de Gramont. D'ailleurs, c'est parmi ses ancêtres une des toutes premières ascendances françaises qu'il avait, parce que les Mérode sont une famille qui a été belge pendant, qu'il est toujours d'ailleurs, mais qu'il a été pendant 500 ans. Avant ça, c'est une famille originaire de Rhénanie. Et comme une grande partie du public ici est française, je voudrais évoquer un tout petit peu l'histoire des Mérode. Le nom est très connu en France, il est connu ailleurs en Europe, mais on ne voit pas très très bien où il se situe parce que c'est le type même d'une famille internationale qui a quitté des racines et qui les a encore gardées partiellement, puisque le propriétaire du château de Mérode est parmi nous, qui a gardé des racines en Rhénanie, mais qui a fait toute sa carrière à l'extérieur. Alors, les Mérode apparaissent, grosso modo, on a pensé qu'ils pouvaient descendre des seigneurs de Kerpen. Je n'en suis pas tout à fait certain, ce n'est pas prouvé en tout cas, mais ils apparaissent au XIIIe siècle et ils étaient déjà puissants dans le village de Mérode, non loin de Cologne, un village donc pas loin de la Belgique. Ils appartenaient à cette noblesse allemande turbulente et très belliqueuse, comme il y en avait beaucoup, mais très vite ils ont montré une capacité à s'élever au-dessus des autres par des qualités propres et aussi peut-être par une qualité typiquement Mérode, l'art d'épouser des héritières. C'est ce qui fera leur fortune par la suite au cours des 16e, 17e et 18e siècles. Les Mérode se sont divisés en deux grandes branches principales. La branche Scheiffart, qui est restée allemande et qui n'a pas été suffisamment étudiée à mon avis parce qu'elle a des personnalités vraiment intéressantes, et la branche dite Werner, qui s'est installée en Belgique au XIVe siècle. Pourquoi en Belgique? Parce que les ducs de Brabant, à la bataille de Veringen en 1288, ont étendu leur influence jusqu'à la Rhénanie, voulant contrôler le commerce entre le Rhin et le port d'Anvers. Et à cette occasion, ils se sont ralliés certaines familles attirées par la prospérité des Pays-Bas. Les exemples que je peux vous donner, ce sont les Lamarck, famille princière, les Palans, famille qui est devenue très importante au XVIe siècle, et les Mérode. Il y en a d'autres qui ont disparu, les Nesselrode aussi. Mais enfin bon, les Mérode sont vraiment un des plus beaux vestiges de l'influence brabançonne en Rhénanie. Et le duc de Brabant leur a fait épouser des personnalités de la noblesse belge, comme une Wesomal de Westerlo, qui, un siècle plus tard, a abouti à ce que la seigneurie de Westerlo appartienne à la famille Mérode, et également les Petersen, famille très importante, dont on a oublié l'importance, mais qui s'est éteinte dans les Mérode au XVe siècle. Voilà, à partir de là, ils ont formé plusieurs branches en Belgique, la branche des Mérode Westerlo, la branche des Mérode Oufalise. Les Mérode Oufalise se sont divisés en Mérode marquis de Daz, en Mérode marquis de Trélon, héritage qui s'est fait à la fin du XVIe siècle via les Blois de Trélon, les comtes de Mérode Montfort, qui sont devenus princes de Rubempré, et les comtes de Mérode Middelbourg, qui se sont éteints dans les Gand-Villain, princes d'Isengui et Namine, qui ont d'ailleurs repris le nom de Gand-Villain, de Mérode et de Montmorency. Montmorency parce que la mère du dernier Mérode, Middelbourg, était l'héritière des Montmorency-Croisy. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il y avait déjà une influence européenne chez les Mérode et une influence qui se manifestait par des branches diverses et toutes importantes et brillantes. Et le miracle de la famille Mérode, c'est qu'au XVIIIe siècle, toutes ces branches se sont éteintes par regroupements successifs dans la branche de Westerlo. Par des alliances qui est déjà rassemblé un petit peu les ruisseaux ou les rivières coulant à gauche et à droite. Et pour finir, ça a formé le fleuve Mérode à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. C'est le comte Guillaume de Mérode, marquis de Westerlo, prince de Grimberg et de Rubempré, qui était le seul survivant de sa famille. Alors lui a eu des fils qui ont pour certains participé à la Révolution belge.
Et il a eu entre autres un fils qui était le comte Félix de Mérode. Félix de Mérode a été un des instruments importants de la Révolution belge en 1830. Il était peut-être influencé par le grand-oncle de son épouse, qui était Lafayette, le marquis de Lafayette, qui avait épousé Adrienne de Noailles, et dont la sœur avait épousé le marquis de Gramont, cette marquise de Gramont qui a élevé à Villers-Sexel et à Mèche son petit-fils Xavier de Mérode. Donc Lafayette a été honni par une certaine noblesse légitimiste au XIXe siècle. Il a été honni également par les révolutionnaires français parce qu'il a toujours adopté une attitude médiane. Il a été pour la révolution, mais pour la révolution démocratique. Il s'est opposé à la révolution tyrannique et les légitimistes lui ont reproché son attitude par rapport à Louis XVI et à Marie-Antoinette. En réalité, il les a beaucoup protégés. Il a fait ce qu'il a pu, par exemple, après la fuite à Varennes. Il a tout fait pour répandre une fiction qui était que le roi et la reine avaient été enlevés par des proches et qu'ils n'étaient pas partis de leur pleine volonté. Personne n'y a cru, mais au moins les apparences étaient sauves. Et Lafayette avait une véritable vision pour le gouvernement de monarchie constitutionnelle. C'est ce qu'il a fini par favoriser en 1830, puisque lors du départ de Charles X, c'est lui, au milieu de la Révolution de Juillet, qui a littéralement poussé le duc d'Orléans au balcon de l'hôtel de ville et qui l'a fait proclamer au balcon roi des Français. C'est un exemple tout à fait étonnant de succession monarchique en France. Le roi des Français était un peu hésitant et Lafayette l'a mis en avant-plan et a dit voilà votre roi, et voilà, et la foule a applaudi et le reste a suivi. En fait, s'il n'y avait pas eu cette intervention de Lafayette, le héros des deux mondes, eh bien, la France aurait retombé en république, et une république qui aurait pu tourner à ce qu'elle a accompli en 1870, c'est-à-dire la Commune, une révolution anarchiste et communiste qui n'aurait pas fait du bien à l'histoire de France. Quelques mots maintenant sur l'ascendance féminine de Xavier de Mérode. Sa mère était une Gramont, à ne pas confondre avec les ducs de Gramont 1M. Ici, c'était les Gramont franc-comtois, qui sont une des plus vieilles familles de la Franche-Comté. Et sa grand-mère était donc, comme je vous l'ai dit, Noailles. Sa grand-mère était issue d'une famille qui avait pas mal souffert de la Révolution, puisque Lafayette, bon, il s'en est sorti parce qu'il s'est sauvé avant d'être poussé sous la guillotine. Mais la mère de Lafayette, d'Adrienne de Noailles, née d'Aguesseau, sa grand-mère, née Cossé-Brissac, et sa sœur, la vicomtesse de Noailles, épouse du vicomte de Noailles qui avait voté l'abolition des privilèges en 1789, ces trois dames ont été guillotinées le même jour. Et la pauvre vieille duchesse de Noailles, née Cossé-Brissac, a été jetée au pied de Fouquier-Tinville au tribunal révolutionnaire, et l'accusateur public lui a dit « Alors, citoyenne, tu complotais ?» Elle a dit « Excusez-moi, monsieur l'accusateur public, je n'ai pas compris ce que vous disiez car je suis un peu sourde. Alors tu complotais sourdement. » Il l'a envoyé à la guillotine. Au passage, juste une petite anecdote, nous avons dans le salon, nous appelons le salon de Noël, justement, du mobilier dont les broderies ont été réalisées par ces trois dames qui furent enfermées durant la Révolution. L'histoire est proche de nous. Voilà, l'histoire se perpétue toujours. Alors, l'époux de la duchesse d'Ayen, née Cossé-Brissac, qui était le fils de la nièce de Madame de Maintenon, qui avait hérité le château de Maintenon, du château de Maintenon, le duc d'Ayen était un homme d'esprit. Ce genre d'esprit est, à mon avis, un peu héréditaire dans la famille. Alors, Louis XV, il était un familier de Louis XV, et Louis XV, à la fin de sa vie, après la mort Madame de Pompadour, a passé un petit moment à ne pas avoir de favorite, et puis on lui a jeté dans les bras la très belle comtesse du Barry, une femme merveilleusement jolie, charmante d'ailleurs, très bien élevée, mais qui avait commencé sa carrière dans la galanterie. Et à peu près la moitié de la ville de Paris, comme on dit à Bruxelles, lui était passée dessus, sauf le tram. Et donc, Louis XV était quand même un peu inquiet au moment de la présenter à la cour, et alors il a demandé au duc d'Ayen est-ce que vous croyez que je succède à Sainte-Foy? Sainte-Foy était un fermier général assez libertin, et le duc d'Ayen lui a répondu oui, sire,
comme votre majesté succède à Pharamond. Pharamond, c'est l'ancêtre mythique de tous les rois de France. Donc, vous pouvez comprendre. Et alors, un autre trait d'esprit du duc d'Ayen, lors de la guerre de 7 ans, Louis XV le voit et lui dit: mon cher duc, je viens de faire fondre mon argenterie pour payer les frais de la guerre, et j'apprends que vous avez gardé la vôtre. Oui, sire, mais vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est mort le vendredi saint, savait qu'il allait ressusciter le dimanche. Des traits d'esprit de la famille de Noailles. Alors, la marquise de Gramont, née Noailles, évidemment, avec une sœur, une mère, une grand-mère guillotinée, n'était pas particulièrement ouverte à la Révolution française. Et donc, elle a élevé ses enfants et petits-enfants dans l'esprit de l'Ancien Régime et surtout dans l'esprit d'un retour à la religion. Dieu sait si la noblesse était déchristianisée au XVIIIe siècle, alors au XIXe siècle, il y a eu un retour en grâce de la foi en France, entre autres grâce à des gens comme Lamennais et Charles de Montalembert, époux de la sœur de Monseigneur de Mérode. Mais c'est un mouvement qui allait en profondeur et qui voulait retrouver un sens plutôt très traditionnel, mais en même temps nouveau de l'action de l'Église en France. Ce catholicisme social qui naîtra plus tard avec Albert de Mun est la succession du catholicisme plutôt intégriste que nous verrons à l'époque de Monseigneur de Mérode. Mais je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, il est né donc à Bruxelles, parce qu'il était belge, même avec une mère française, mais il a passé son enfance en Franche-Comté, chez sa grand-mère, qui lui a appris l'amour de la religion catholique. Il a, après cela, fait des études chez les jésuites de Namur, on l'a quand même renvoyé en Belgique, et puis il est entré à l'école militaire de Bruxelles en 1839. Et il y a acquis le grade de sous-lieutenant, non pas après la campagne d'Algérie, mais avant d'y aller. Et en 1844, il a voulu rejoindre l'armée française qui combattait en Algérie. C'est ce qu'on a appelé la guerre contre Abdelkader. Abdelkader, la smala d'Abdelkader avait été prise l'année précédente par le duc d'Aumale, mais le grand chef et le grand sage algérien, d'ailleurs, qui était Abdelkader, a continué la guerre jusqu'en 1849. Abdelkader était un lettré, c'est un homme tout à fait remarquable qui voulait vraiment défendre l'Algérie, mais vous verrez à la suite de ce que je vais vous dire qu'il avait quand même une humanité profonde, puisqu'il sera exilé, il sera d'abord mis en prison, puis il sera enfermé dans un château en France, à Chambord, si j'ai bonne mémoire, et puis il terminera sa vie en Syrie. Et lorsqu'il y aura de grandes émeutes en Syrie contre les Français et contre les chrétiens à la fin du XIXe siècle, c'est Abdelkader qui interviendra pour sauver tous les chrétiens, malgré tout ce qu'il avait pu subir durant sa bataille contre la France. En effet, la guerre menée par le maréchal de Bugeaud, marquis de la Piconnerie et plus tard duc d'Isly, la guerre des Français, excusez-moi, je parle à un public français, mais je pense que vous me comprendrez, n'a pas été véritablement la rencontre de la civilisation française et de la barbarie barbaresque. Ce fut une guerre extrêmement sauvage et féroce. Et le pire de cette guerre, Monseigneur de Mérode l'a connu. C'est dans les années 1844-45 qu'ont eu lieu les fameuses enfumades, c'est-à-dire des tribus entières qui se révoltaient, puis devant l'armée française qui se réfugiait dans des grottes, et les Français venaient et mettaient le feu à des broussailles à l'entrée des grottes jusqu'à ce que tous les occupants des grottes soient complètement asphyxiés. Et je vais vous lire un passage, par exemple, de ces enfumades. Voici d'autres détails que met sous nos yeux une lettre particulière adressée à sa famille par un soldat de la colonne Pélissier. Suite un récit des événements qui se termine par « Quelle plume saurait rendre ce tableau ? Voir au milieu de la nuit, à la faveur de la lune, un corps de troupes françaises, occupé à entretenir un feu infernal, entendre les sourds gémissements des hommes, des femmes, des enfants et des animaux, le craquement des rochers calcinés s'écroulant et les continuelles détonations des armes. Dans cette nuit,
Il y eut une terrible lutte d'hommes et d'animaux. Le matin, quand on chercha à dégager l'entrée des cavernes, un hideux spectacle frappa les yeux des assaillants. J'ai visité les 3 grottes. Voici ce que j'y ai vu. À l'entrée gisaient des bœufs, des ânes, des moutons. Leur instinct les avait conduits à l'ouverture des grottes pour respirer l'air qui manquait à l'intérieur. Parmi ces animaux et entassés sous eux se trouvaient des femmes et des enfants. J'ai vu un homme mort, le genou à terre, la main crispée sur la corne d'un bœuf. Devant lui était une femme tenant son enfant dans ses bras. Cet homme, il était facile de le reconnaître, avait été asphyxié, ainsi que la femme, l'enfant et le bœuf, au moment où il cherchait à préserver sa famille de la rage de cet animal. Les grottes sont immenses. On a compté hier 760 cadavres. Une 60aine d'individus seulement sont sortis, aux 3/4 morts. 40 ont pu survivre. 10 sont à l'ambulance dangereusement malades. Les 10 derniers, qui peuvent se traîner encore, ont été mis en liberté pour retourner dans leur tribu. Ils n'ont plus qu'à pleurer sur des ruines. Ça, ce sont les enfumades dont il y a de nombreux témoignages et qui ont horrifié des journalistes en France à l'époque. Mais il y a eu mieux que les enfumades, il y a eu les emmurades. Et le futur maréchal de Saint-Arnaud écrit dans une lettre à son frère, le 8 août 1845, donc Monseigneur de Merode était encore là, il découvre 500 Algériens qui s'abritent dans une grotte entre Ténès et Mostaganem. Ils refusent de se rendre. Saint-Arnaud ordonne à ses soldats de les emmurer vivants. Je fais boucher hermétiquement toutes les issues et je fais un vaste cimetière. La terre couvrira à jamais les cadavres de ces fanatiques. Personne n'est descendu dans les cavernes. Personne que moi ne sait qu'il y a dessous 500 brigands qui n'égorgeront plus les Français. Un rapport confidentiel a tout dit au maréchal, Bugeaud, sans poésie terrible ni image. « Frère, il écrit à son frère, personne n'est bon par goût et par nature comme moi. Du 8 au 12, j'ai été malade, mais ma conscience ne me reproche rien, j'ai fait mon devoir. » Et cet homme sympathique, qui fera le coup d'État de Napoléon III en 1851 et qui sera le vainqueur des Russes à l'Alma en 1854, 3 ans plus tard, épousera Louise de Trazini-Ditre, cousine germaine de mon trisaïeul. Bon, je n'en suis pas tellement fier. Alors, le maréchal Bugeaud lui-même, le bon petit père Bugeaud, que tous les soldats adoraient, donnait comme instruction: le but n'est pas de courir après les Arabes, ce qui est fort inutile. Il est d'empêcher les Arabes de semer, de récolter, de pâturer, de jouir de leurs champs. Allez tous les ans leur brûler leurs récoltes ou bien exterminez-les jusqu'au dernier. Si ces gredins se retirent dans leurs cavernes, imitez Cavaignac au Chébat, fumez-les à outrance jusqu'au dernier. Bon, on voit que ce type de guerre était approuvé au sommet à l'époque. Et je pense personnellement que quand Monseigneur de Merode est parti en 1845, après avoir demandé d'être, à titre d'observateur étranger, aide de camp de Bugeaud, il a dû être horrifié. D'ailleurs, on sait qu'il était horrifié. Il n'a jamais donné beaucoup de détails. Mais les scènes de guerre qu'il a connues en Algérie, cette sale guerre qui a été menée à l'époque contre un pays qui n'avait jamais attaqué la France, il faut le dire, qui avait, oui, les pirates barbaresques, je connais l'histoire, les flottes barbaresques allaient ravager les côtes des États-Unis en 1815 et au XVIe siècle, ils ont ravagé Reykjavik en Islande, ils ravageaient régulièrement les côtes de la Méditerranée, mais c'était des pirates, et c'était des corsaires barbaresques, et c'était une époque antérieure. Ici, en 1830, c'est parce que le Dey d'Alger réclamait le remboursement d'un prêt qu'il avait fait à la France et que la France lui refusait de le lui rembourser, et l'ambassadeur français convoqué par le Dey d'Alger a dit que bon voilà, on rembourserait quand on pourrait, et le Dey d'Alger furieux lui a donné un coup de chasse-mouche, et donc ce coup de chasse-mouche a entraîné l'expédition de Marmont qui a abouti à la conquête d'Alger. Et les Français au début n'ont pas su que faire de leur conquête. Entre-temps, Charles X avait été renvoyé du pouvoir. Ils ont failli repartir, et puis le gouvernement de Louis-Philippe leur a conseillé de continuer. Et la guerre contre Abdelkader a commencé 7 ans plus tard. Mais donc, c'est vous dire que la guerre dont Monseigneur de Merode a été témoin était certainement traumatisante. C'était un homme qui avait l'esprit militaire au fond de lui-même,
et qui a toujours gardé ce sens de la discipline militaire et de l'obéissance aux ordres, mais qui probablement a voulu changer d'orientation. Et d'ailleurs, en 1847, au moment de la mort de sa belle-mère, Philippine de Gramont, la sœur de sa mère, Rosalie de Gramont, qui avait épousé Félix de Mérode en secondes noces, à ce moment-là, il est parti pour Rome, en octobre 1847, avec déjà l'intention de devenir prêtre. Il avait été influencé également par son frère, son beau-frère plutôt, Charles de Montalembert, qui lui-même était marié, bien sûr, mais qui a écrit l'histoire des moines d'Occident, etc., qui était très attiré par la carrière ecclésiastique. Alors, Monseigneur de Mérode est allé à Rome, et le 17 septembre 1848, il a reçu la tonsure. Pas de chance, c'est à ce moment-là que la révolution de Mazzini et de Garibaldi a pris le pouvoir à Rome. Le nouveau pape, Pie IX, né Giovanni Mastai Ferretti, était le fils, non pas il n'était pas né au Kenya, que son nom pourrait faire croire, mais il était le fils d'une bonne famille de la noblesse romaine, et il était monté sur le trône pontifical un peu par hasard, à la suite d'un conclave qui avait été un tout petit peu irrégulier, mais il est monté sur le trône pontifical en 1846, succédant à un pape particulièrement réactionnaire, et dès le début, il a montré un esprit qui a enthousiasmé les Italiens. Et il a montré un grand libéralisme sur le plan politique, il a institué la liberté de la presse, dans tous les États de l'époque, il y avait de la censure. Eh bien, il a confié la censure à des laïcs, ce qui était assez étonnant pour un pape. Il a créé des routes, des chemins de fer, il a protégé les Juifs, qu'il a fait sortir du ghetto. Plus tard, il a aboli le ghetto de Rome. Et il s'est rendu très populaire. D'abord, c'était un homme qui avait un aspect très agréable, qui était très aimable avec les gens, qui était charitable. Et les Italiens l'ont adoré tout de suite. Et on a voulu un moment le proclamer roi d'Italie. Et le mouvement républicain mené par Garibaldi, qui par la suite s'est rallié au mouvement des Savoyards, des Piemontesi, pour refaire l'Italie sous la houlette du roi du Piémont, enfin du roi de Sardaigne. Ce mouvement, donc en faveur de l'unité italienne, mais favorable au pape, a été renversé par la prise de Rome. Pendant un an, Rome a été livrée à toutes sortes de factions qui se disputaient. Monseigneur de Mérode, il n'était pas encore Monseigneur, il s'appelait Xavier de Mérode à l'époque, il a regardé tout ça avec un peu d'effarement, parce que, comme tous les gens de famille traditionnelle, il n'aimait pas le désordre. Et en 1849, le 5 juillet, donc le pape lui-même était parti dans la forteresse de Gaète pour se mettre à l'abri, et le 5 juillet 1849, les Français du maréchal Oudinot sont entrés dans Rome et ont rétabli le pouvoir temporel du pape, qui donc en a été privé pendant un an, mais qui est redevenu roi des États pontificaux en 1849. Tout ça grâce à la République française. N'oubliez pas que le maréchal Oudinot était un général de la Deuxième République française. C'est assez paradoxal, et vous allez voir que le Second Empire a également joué un rôle paradoxal par la suite. Curieusement, cet homme, je parle de Pie IX, qui était très ouvert à ses débuts, à la fin de sa vie, et ça s'est accentué avec le temps, est devenu de plus en plus réactionnaire. En 1848 éclate la fameuse affaire Mostara. Les Mostara étaient des juifs romains et ils avaient des enfants jeunes. À l'occasion d'une maladie où les parents avaient été hospitalisés, la bonne qui s'occupait de Leonardo Mostara l'a baptisé sans le consentement des parents. Donc, elle en a fait un catholique pour qu'il n'aille pas en enfer. Et à ce moment-là, les parents ont guéri, ils sont revenus, ils ont appris que leur fils avait été baptisé, ils ont été évidemment horrifiés. D'abord, s'ils étaient juifs de bonne observance, ils ont réclamé qu'on leur rende. L'affaire est allée jusqu'au pape qui a dit non, cet enfant, enfin qui a eu un mouvement quand même de conscience, dit cet enfant a été baptisé, maintenant c'est un chrétien, nous ne pouvons pas le remettre en possession de gens qui iront en enfer, les juifs, n'est-ce pas? Et donc nous allons l'élever on va l'élever dans un couvent. Et cet enfant a été enlevé à sa famille et a été élevé sans pouvoir revoir ses parents avant l'âge adulte. Curieusement, à l'âge adulte, il n'est pas du tout redevenu juif.
il est resté chrétien, il s'est même fait prêtre. Et il a été un des plus fidèles serviteurs de la papauté. Mais évidemment, aux yeux de notre époque où on prêche la tolérance et la cohérence entre les différentes religions, cette affaire fait un peu tache sur la réputation de Pie IX, parce que soustraire un enfant à ses parents, ce n'est quand même pas l'idéal pour l'épanouissement de l'enfant. Alors en 1864, Pie IX a condamné le modernisme sous toutes ses formes, le socialisme, le communisme, etc. Et il a même parlé du délire de la liberté de conscience et du culte. Voilà des idées quand même qui nous paraissent un peu démodées aujourd'hui. Il a condamné la liberté de penser. Il disait du darwinisme que c'était le doigt du démon. En 1865, il a condamné la franc-maçonnerie. Et en 1866, il a écrit cette phrase que je vous lis. Dans une instruction au Saint-Office, il a dit, et là c'est tout à fait étonnant parce que ce n'est même pas traditionnel, c'est motu proprio, l'esclavage en lui-même est dans sa nature essentielle pas du tout contraire au droit naturel et divin. Et il peut y avoir plusieurs raisons justes d'esclavage. Et celles-ci se réfèrent à des théologiens approuvés. Il n'est pas contraire au droit naturel et divin pour un esclave qu'il soit vendu, acheté, échangé ou donné. Alors, voilà ce qu'écrivait le pape en 1866. C'était en contradiction totale avec la tradition catholique. Parce que si l'esclavage a été aboli à la fin de l'Empire romain, c'est bien parce que les chrétiens considéraient absolument comme leurs égaux les esclaves et les hommes libres. Des papes comme Eugène IV, Pie II et Paul III, celui du Concile de Trente, ont fulminé contre l'esclavage. Paul III particulièrement parce qu'il y avait les conquistadors en Amérique qui réduisaient les Indiens et les Africains importés après la controverse de Valladolid, qui les réduisaient en esclavage. La papauté s'est toujours opposée à cette notion d'esclavage, mettant en avant la dignité humaine. Et là, on voit Paul Pie IX déclarer au Saint-Office ce que je viens de vous lire. Je pense que cette attitude d'un pape auquel il était très attaché personnellement, et qui d'ailleurs l'appelait mio filio, qui appelait Monseigneur de Mérode mio filio, cette attitude quand même peut laisser penser qu'il peut faire comprendre qu'il n'était pas totalement partisan du dogme de l'infaillibilité pontificale. Pie IX est également l'auteur, si je puis dire, d'un autre dogme, mais qui était consacré aussi par le Concile de Vatican, mais qu'il a proclamé avant, qui est le dogme de l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, contrairement à ce que la plupart des gens imaginent, ça ne veut pas dire que la Vierge a conçu, ça c'est autre chose, a conçu le Christ de manière immaculée. Ça veut dire qu'elle est née sans le péché originel. Mais personne n'était là au moment où la Vierge est née, on ne sait même pas où et quand elle est née, pour vérifier si elle portait bien sur sa carte d'identité le péché originel ou non. Et donc c'est un dogme qui typiquement pouvait brouiller l'Église catholique de l'époque avec toutes les autres confessions chrétiennes, comme les orthodoxes, qui ont été horrifiés par ces deux dogmes, mais surtout par la faillibilité pontificale, parce qu'en orthodoxie, une décision religieuse ne se prend jamais que collégialement, comme dans l'Église catholique des débuts. Donc il y a des aspects dans cet ultramontanisme, le mot date de cette époque-là, qui pouvaient ne pas plaire à Monseigneur de Mérode, mais il ne s'en est jamais plaint. Au contraire, il a toujours été un bon soldat, un disciple tout à fait honnête du pape Pie IX. Et dès 1850, dès le retour du pape, il avait déjà créé des fondations pieuses. On savait qu'il menait une vie exemplaire après avoir ordonné prêtre, qu'il était très très généreux personnellement et qu'il donnait non seulement de l'argent mais de sa personne pour tous les pauvres qui venaient le voir. Il avait une réputation qui était excellente à Rome et le pape lui a proposé de devenir son camérier secret. Ce qui à la longue, et surtout par le rôle qu'il a joué par la suite, l'a rendu très impopulaire chez les Romains. Les Romains l'appelaient il matto, le fou, parce que c'était un homme qui ne tergiversait pas dans ses décisions, qui était très spontané et très un peu militaire, qui disait ce qu'il
comme on dit à Bruxelles, pardon pour les gens qui ne sont pas bruxellois ici, qu'il disait les choses tout droit dehors. Ça veut dire, il ne faisait pas de la diplomatie comme son rival, entre guillemets, le cardinal Antonelli. Alors, Pie IX l'a pris comme camérier secret, et une des premières activités à l'époque, ça a été la fameuse, je regarde mes notes parce que je dois lire un texte, la fameuse loi Fallou. Fallou est un ministre de la République encore, puisque l'Empire n'a été instauré qu'en 1852. Il y a eu le coup d'État de Napoléon III en 1851, mais l'Empire a été réinstauré en 1852. Fallou, le comte de Fallou, a fait une loi qui est restée en vigueur jusque dans les années 60 du XXe siècle, qui instituait la liberté d'enseignement totale, parce qu'il y avait des tendances dans la République française de l'époque et ailleurs d'avoir un enseignement d'État. Et donc le pape et Montalembert ont beaucoup lutté pour la liberté totale d'enseignement, ce qui en soi est une bonne chose, sauf que dans l'esprit de Fallou, qui était vraiment du genre réactionnaire, voilà ce que le comte de Fallou disait: le premier devoir du prêtre, c'est d'enseigner aux pauvres la résignation. Alors, et ensuite, pour synthétiser la loi Fallou, Dieu dans l'éducation, le pape à la tête de l'Église et l'Église à la tête de la civilisation. Donc vous voyez que cette République française avait en fait déjà, la Chambre française à l'époque était dominée par une extrême droite catholique et plutôt réactionnaire. Et le coup d'État de 1851, qui a été fait par le maréchal de Saint-Arnaud, l'emmureur et enfumeur dont je vous ai parlé, le coup d'État visait à rétablir la liberté de la presse et un Parlement. Ce n'est que par la suite qu'il y a eu l'Empire autoritaire. Mais le but premier de Napoléon III, c'était de remettre la machine sur les rails, et Napoléon III avait deux objectifs principaux. Un, instituer un régime plutôt socialiste en France, c'est-à-dire donner des droits aux ouvriers, accorder le droit de grève. Tout ça a été fait sous le Second Empire, on l'oublie trop souvent. Et l'autre objectif, c'était de favoriser l'unité des peuples. L'unité allemande s'est faite un peu contre lui à la guerre de 70, mais l'unité italienne, comme vous le savez, c'était vraiment son œuvre. Il avait lui-même été, dans sa jeunesse, un carbonaro, c'est-à-dire un jeune homme au service de l'unité italienne, reconstituer cette unité que Napoléon Ier avait réalisée sous le Second Empire. Rappelez-vous que son fils était le roi de Rome et que son beau-fils Eugène de Beauharnais était vice-roi d'Italie. Pardon ? Sous le Premier Empire. Ah, j'ai dit le deuxième, non, le Premier Empire, pardon. Ma langue a fourché, excusez-moi. Donc, le rêve italien était présent. Et Napoléon III a un tout petit peu tardé jusqu'à l'attentat de Orsini, qui a fait sauter une bombe non loin de sa diligence, enfin, de son carrosse, dans Paris. Et à ce moment-là, il a renoué avec ses promesses. Et en 1859, il s'est allié au Piémont pour instituer la République, enfin, l'unité italienne sous la maîtrise du roi de Sardaigne. Monseigneur de Mérode, à l'époque, il n'était pas encore, je l'appelle Monseigneur de Mérode parce qu'il l'a été beaucoup plus tard, mais disons Xavier de Mérode, le camérier secret, était partisan, dans ce contexte, d'avoir une armée au service du pape et que le pape ne s'allie à aucun État étranger, pour garder justement sa liberté spirituelle et temporelle. Ce problème de la souveraineté temporelle du pape est un problème qui a profondément divisé les catholiques français et européens pendant pendant plus de la moitié du XIXe siècle. Voulant que le pape défende ses États par lui-même, il lui fallait constituer une armée. À l'époque, comment se présentait l'Italie ? La première guerre qui a abouti d'unité italienne qui aboutit aux batailles de Magenta et de Solferino avait chassé l'Autriche hors, dont l'Autriche dominait le Milanais et la Vénétie, l'Autriche a dû se retirer sur ses frontières, et le Piémont a annexé la Toscane, les duchés de Modène et de Parme, etc. Donc tous les souverains ont été priés d'aller voir ailleurs s'ils n'y étaient pas, tandis que le sud de l'Italie restait aux mains des Bourbons-Sicile.
La deuxième guerre, ici celle de 1860, est celle qui allait achever l'unification italienne. Et c'est face à cette menace que Xavier de Mérode a été nommé ministre des Armes et ministre de la guerre, en fait, pour pouvoir réorganiser l'armée. Alors, il a fait un travail absolument fantastique. Déjà, dès 1854, on l'avait envoyé en Belgique pour visiter les prisons. Parce qu'un État organisé doit avoir des prisons, tout le monde sait ça. Donc il a été visiter les prisons de Duc Pessiot, qui étaient des modèles de prisons à l'époque. Maintenant, on considère que ce sont des vieilles ruines qu'il faut refaire complètement. Mais la Belgique était à la pointe du progrès dans les années 1850. Et Monseigneur de Mérode, qui était un homme de progrès, et à tout point de vue, certains le prétendaient, le seul homme de Rome qui fut un progressiste, Monseigneur de Mérode a ramené avec lui non seulement des idées et des plans, mais il a ramené les Sœurs belges de la Providence. Et il a créé une maison de correction au Termini qui était régie d'une manière tout à fait très chrétienne pour l'époque, c'est-à-dire un grand respect pour les prisonniers, beaucoup d'hygiène, certaines libertés à l'intérieur de la prison, avec des bonnes sœurs qui leur apportaient un certain secours spirituel, avec évidemment des aumôniers, et les prisonniers appelaient Xavier de Mérode leur bon père, ou leur saint François de Sales, c'est-à-dire qu'il avait déjà une très belle réputation à l'époque. En plus, il avait acheté, parce que j'oublie de dire qu'il n'avait pas renoncé à sa fortune. Les Mérode, à la fin du XVIIIe siècle, par toute une série d'héritages, sont devenus très riches. Et ils étaient la deuxième famille la plus riche de Belgique en 1815, après la famille d'Arambert, et au même titre que la famille de Mercier-Argenteau. Et Félix de Mérode avait une très belle fortune, le père de Xavier de Mérode, et Xavier de Mérode avait hérité de sa part d'héritage. Et en Belgique, pays industriel, le pays où il y avait des usines partout et des chemins de fer, la monnaie était très forte, tandis que Rome était un État pontifical administré par des curés, et donc ce n'était pas véritablement une puissance économique. Et Monseigneur de Mérode, grâce à l'argent qu'il possédait, a fait énormément d'achats dans la ville de Rome. Je vous raconterai ces spéculations immobilières après. Il ne faisait jamais dans son intérêt, il le faisait toujours dans l'intérêt des œuvres qu'il créait. Et ainsi, à côté des Termini, il a racheté le palais Strozzi et il a créé un établissement que toute l'Europe a admiré à l'époque. Après 1870, je continue sur cette prison des Thermes ou des Termini a été transportée à la Villa Altieri qu'il avait également achetée, qui est une des plus splendides villas en dehors de Rome. Et donc les prisonniers étaient très, très bien logés. Ils étaient logés là où se trouvaient autrefois des patriciens ou des nobles de grande importance. Donc il était déjà très engagé dans les activités sociales dans Rome, mais quand le danger extérieur s'est présenté, il a accepté ce rôle de ministre des Armées. Et là, il s'est absolument surpassé, parce qu'il partait de rien. Il y avait peut-être 700 gardes pontificaux, mais il fallait créer une véritable armée capable de résister aux armées piémontaises. Les Français, qui étaient les garants de l'indépendance des États romains, par succession du général Oudinot, étaient très partagés. Napoléon III, toujours partisan de l'unité italienne, quand les Piémontais étaient venus lui demander s'il pouvait faire la guerre et prendre une partie des États pontificaux et s'emparer du royaume des deux Siciles, Napoléon III leur a dit à demi-mot, faites-le, mais faites vite. C'est-à-dire que si la guerre se prolonge, c'était un problème politique énorme pour lui en France. Et donc, les armées piémontaises se sont lancées à l'assaut des États romains. En quoi consistaient les États romains à cette époque-là ? Il y avait le Latium, qui est resté indépendant jusqu'en 1870, qui n'a pas été pris par les Piémontais, mais il y avait la marche d'Ancône et il y avait toute une bande de territoires le long de l'Adriatique qui faisait encore partie des États pontificaux. Tout ça a été pris très rapidement, malgré le fait que Monseigneur de Mérode avait constitué une armée de 18 000 hommes au moment où l'État romain était attaqué. Comment a-t-il constitué son armée ? Ce n'est pas difficile. Les Mérodes avaient des connexions dans l'Europe entière
et il a fait appel à toutes sortes de volontaires catholiques hollandais, à des Allemands et surtout à énormément de Belges et de Français. Et il est allé repêcher un cousin par alliance qui était Louis Juchot de la Mauricière, qui, donc sa femme descendait des Noailles, qu'il avait connu durant la guerre d'Algérie. C'était peut-être pas le plus sympathique des généraux de Bugeaud, parce qu'il a participé lui aussi aux exactions, au point même que certains le considèrent aujourd'hui comme un criminel de guerre a posteriori. Mais en 1859-60, en 60, c'était assez difficile de mettre à la tête d'armées internationales, dont la plupart des soldats ne parlaient pas l'italien, de mettre à la tête un général qui avait prêté serment à l'Empire français. La Mauricière s'était retiré, il était adversaire de Napoléon III, il s'était retiré de l'armée en 1850, 51 plutôt, et il n'avait jamais prêté serment à personne. Alors, il s'est échappé, il est parti de France, il a pris le train, il est remonté en Belgique, il a logé en catimini chez le marquis de la Boissière, qui avait épousé une cousine germaine de Xavier de Mérode, mademoiselle de Thienne, et puis il est repassé par l'Allemagne, on ne sait plus, en Suisse, à la légation française, on a appris la visite du marquis de Moutier, le marquis de Moutier qui sera plus tard ministre des Affaires étrangères, et dont une grande partie des gens qui sont ici descendent avaient épousé Fanny de Mérode, était cousin germain de Xavier, mais lui était très engagé pour Napoléon III, et donc Xavier de Mérode et la Mauricière sont partis par une porte de service, et pour ne pas rencontrer le cousin qui aurait pu se demander ce que faisait là ce général. Et pour finir, la Mauricière était chaperonnée par Xavier de Mérode, est arrivé à Rome, et il a participé à cet effort de guerre extraordinaire pour d'abord créer l'armée et ensuite créer les ateliers qui ont fabriqué des armes. On a fondu des canons de bronze du Vatican pour fabriquer des armes. On a remis en valeur certains ateliers. Monseigneur de Mérode, qui était très intéressé par les découvertes techniques anglaises, a installé des machines à vapeur pour fabriquer toutes sortes de fusils et autres. On a acheté des fusils belges aussi, parce que là, la Belgique, vous le savez, était la grande fabricante d'armes depuis le XVIIe siècle, entre autres à Liège. Et donc cette armée, en 3 mois ou 4 mois, a été équipée comme une armée moderne. Il n'empêche qu'elle n'avait pas eu beaucoup de temps de s'entraîner. Et quand les Piémontais ont attaqué, la Mauricière a commis une erreur tactique, alors que c'était un bon général. Il a rassemblé son armée à l'est de Rome et il a demandé au marquis de Pimodan de défendre l'arrière de l'armée, tandis que lui allait, avec le reste de son armée, fortifier la forteresse d'Ancône, la marche d'Ancône qui donnait sur l'Adriatique, qui était la grande forteresse protégeant les États pontificaux. Et l'armée piémontaise de 70 000 hommes a attaqué les 18 000 internationaux à Castelfitardo, et ça a été une défaite évidemment magistrale pour l'armée romaine. Le marquis de Pimodan est mort dans la bataille, d'ailleurs, parce que l'erreur de la Mauricière, c'est qu'apprenant que son arrière-garde était attaquée, il est revenu en arrière. Et donc, toute l'armée était engagée, mais mal, dans cette bataille qui avait déjà commencé sans lui. Et donc, voilà, Pimodan a reçu le titre de duc de Castelfitardo, que les Pimodans actuels ont transformé en duc de Pimodan, mais c'est à peu près la seule chose positive qui soit sortie de cette bataille, qui est une des grandes défaites de la papauté. Et les Piémontais ont, en septembre 1860, envahi tout l'est des États pontificaux, tandis que Garibaldi, avec son expédition des 1000, attaquait le royaume des 2 Siciles par le sud. Le roi François II et son épouse Marie-Sophie de Bavière, la sœur de l'impératrice Sissi, ont cherché à se défendre, mais la plupart des Napolitains, du moins ceux des villes, pas ceux des campagnes, étaient en faveur de l'unification italienne. Et donc, le roi et la reine ont été obligés de se sauver et de s'enfermer eux aussi dans la forteresse de Gaète, qui était une forteresse pontificale, où pendant 2 ans, François II a essayé de reconquérir son royaume, mais c'était peine perdue parce que Garibaldi, qui s'était rallié, il était républicain lui, mais il s'était rallié au roi de Sardaigne, a fait faire un plébiscite qui a une énorme majorité à voter pour l'unification italienne. Donc, entre 1860 et 1870,
les États pontificaux étaient limités au Latium, la partie la plus pauvre des États pontificaux d'ailleurs. Et pendant cette période de 5 ans où Monseigneur de Mérode, Xavier de Mérode, parce que l'évêché est arrivé en 66, est resté ministre des Armes, il s'est surtout occupé de l'aménagement de Rome et de bonnes œuvres. Par exemple, il a créé des lignes télégraphiques, des chemins de fer pour relier l'Adriatique à la Méditerranée. Il a créé des routes. Il a créé des écuries pour l'armée, des magasins, des effets militaires. Il a fortifié certaines villes. Il a mis des défenses face à la province de Frosinone, où les briganti, au service de Garibaldi, voulaient émietter l'État pontifical. Et puis, il a... attendez, je retrouve mes notes. Il a, par exemple, créé des machines hydrauliques comme à Anagni pour faire monter de l'eau dans des villes qui étaient au sommet des montagnes. Et il a créé des institutions alors plus religieuses comme l'hôpital du Saint-Esprit et une école pour les filles de militaires où il leur apprenait à coudre, mais où elles pouvaient également disposer de machines à vapeur. Il a acheté le camp des prétoriens pour en faire une nouvelle caserne, et grâce à cette réorganisation des zouaves, Garibaldi a été vaincu dans une petite bataille. Plus tard, il sera complètement battu par le général Kastler à Mentana, mais Garibaldi n'a pas pu s'emparer du reste des États romains. Alors, je mélange un peu, mais tout ça a été chez lui mélangé. Je vais quand même lire le point de vue du marquis de Ségur. Ça vous donnera un peu un aspect de la personnalité de Xavier de Mérode. Marquis de Ségur, qui était un cousin de Xavier de Mérode par les d'Aguesseau. Il disait de lui, le plus militaire de tous, c'était le prélat qui les commandait. Il y avait en lui du religieux, du soldat et du grand seigneur. Haut de taille, maigre de corps, long de membres, il s'agitait incessamment et toute sa personne parlait en même temps que sa bouche. Mais ce mouvement n'excluait ni la distinction ni la dignité. Tout en lui trahissait la race. Les yeux, dont l'un regardait un peu plus haut que l'autre, étincelaient d'esprit et reflétaient les impressions de son âme ardente et mobile. Son profil accentué indiquait l'énergie de sa volonté. Dans les cérémonies religieuses, quand il officiait ou priait, son attitude, ses traits, son expression prenaient un caractère frappant et inattendu de majesté, ce qui est étonnant parce qu'en général, c'était une boule de neige, c'était un peu un Louis de Funès habillé en évêque. Non, mais ça sans aucun esprit négatif. Son agitation s'apaisait soudain sous l'action visible de la grâce, son regard respirait la foi, toute sa personne adorait, et dans ces moments-là, sa ressemblance avec Saint Louis Gonzague et Saint Charles Borromée, dont il avait quelques traits, devenait saisissante. Alors, bonne définition en plus du marquis de Ségur. Ce qu'on peut dire de Monseigneur de Mérode, c'est qu'il est bien près d'être un saint et bien loin d'être un sage. La noblesse de son sang, sa valeur militaire, son esprit plein de verve, son universelle activité, en effet, il se levait à 4 heures du matin tous les jours, et par-dessus tout la sainteté et l'humilité de sa vie. Il ne se nourrissait de 3 fois rien, et sa table était connue pour être la plus mauvaise de Rome. Font de Monseigneur de Mérode un homme à part, une sorte de colonel mitré, une épée impatiente, parce qu'il avait gardé ce besoin militaire de se battre, mais de se battre sur le champ d'honneur, dont la soutane est le fourreau, un héros et un saint caché derrière une physionomie singulière qu'on n'oublie pas une fois qu'on l'a vu. Ajoutez les théories théologiques poussées à l'extrême, qui luttent dans son cerveau avec un esprit tout moderne, comme si 3 personnages s'y rencontraient. Un inquisiteur espagnol, ce qui est un peu abusif, un officier français et un citoyen belge. Je ne crois pas que le pape ait jamais eu un ami plus fidèle, un instrument plus utile. Quand on le voit couché sur une planche, passer des hivers sans feu, courir les coins de Rome dans sa modeste voiture, réformer des prisons, fonder des colonies, bâtir des casernes, élever des fontaines, on se dit qu'il est dans Rome le seul ami véritable du progrès. Et en effet,
je vous parlais de son activité à Rome. À partir des Termini, il s'est mis, en 1864, à racheter des terrains qui étaient des terrains maraîchers, qui ne rapportaient rien et qui étaient un champ entre les Termini et le Quirinal, qui, rappelez-vous, était le palais où vivait le pape. Le pape ne vivait pas au Vatican. Ça sera arrivé en 1870. Et donc, il a créé là-dedans les rues de Florence, la rue de Turin, la rue de Palerme, et il a fait construire des maisons, il a payé de sa poche les égouts et les trottoirs. Enfin, il a fait un travail extraordinaire de promoteur immobilier, au point que plus tard, quand le baron Haussmann a vu ses plans et qu'il l'a rencontré, il lui a dit « Je n'aurais jamais pu faire mieux que vous ». Mais évidemment, ces achats et ces reventes l'ont fortement enrichi. Il était ce prélat qui ne s'intéressait pas du tout à l'argent, qui vivait comme un pauvre, s'est enrichi fondamentalement et en plus, ça a miné sa santé, toutes ses activités en même temps. En 1864, il a été atteint de paludisme, il a failli mourir. Le pape est venu le prendre dans ses bras. Il y avait une relation très familière entre le pape et lui. Le pape le serrait contre son cœur, l'appelait mon figlio, etc. Et il a réchappé à la mort à ce moment-là, mais sa santé était déjà atteinte. Et tout ce qu'il a gagné par ses spéculations, c'est pour ça que le peuple italien de Rome l'appelait Il Matos, parce qu'on le voyait partout et qu'il faisait toutes sortes de choses à la fois. Mais pour finir, on a dit dans le petit peuple de Rome, il n'est pas aussi fou que ça, quand on a vu qu'il s'était fortement enrichi et qu'il donnait de l'argent à de nouvelles confréries. Alors, en 1865, son vieil ami Lamoricière, qui avait quitté l'Italie après la bataille de Castelfidardo, est revenu en France et il est mort. Et c'est une année un peu néfaste pour Xavier de Mérode, parce que depuis longtemps, son absence de diplomatie, parce qu'il a eu des tas d'entrevues avec entre autres une entrevue avec Napoléon III, mais avec différents hommes politiques, où il disait toujours ce qu'il pensait. Son activité débordante, mais qui lui faisait des ennemis à Rome. Quand on devient spéculateur immobilier, on ne plaît pas à tout le monde. Son travail de chef des armées et en même temps de chef spirituel, ses activités pour la communion des enfants, le baptême des enfants, tout ça mélangé, lui valait de nombreux ennemis dans une ville un peu assoupie. Et il avait à la curie un personnage qui était le plus important personnage de la curie, qui était le cardinal Antonelli, qui souterrainement travaillait contre lui. Ce cardinal Antonelli est une forte personnalité, et je vous le dis tout de suite, autant j'aime Monseigneur de Mérode, autant je déteste Monseigneur Antonelli. C'est un personnage qui était d'une onctuosité parfaite, dont tous les propos étaient délicieusement mêlés de miel et de guimauve, mais qui, en sous-main, sapait les gens qui dérangeaient son ambition. C'était un terrible ambitieux. Et d'ailleurs, à sa mort, on s'est aperçu qu'il s'était fait une fort belle fortune et qu'il avait de nombreux enfants naturels. Mais il était partisan de l'ultramontanisme, de tout ce qui était en faveur du pape. Donc, moi, ce personnage, je ne le range pas parmi mes favorites, comme on dit en anglais. Et sous l'influence du cardinal Antonelli, on a dit, le 6 octobre 1865, Pie IX, très embêté, parce qu'il aimait bien, vraiment, il avait une affection pour Xavier de Mérode, lui a dit cher Camérier, maintenant je vois que votre santé est fort atteinte, je pense qu'il serait temps de vous reposer. Et donc il l'a démis de ses fonctions. Et Monseigneur Xavier de Mérode n'a rien dit, mais ça a été pour lui un terrible coup du sort. Pour le consoler, on lui a permis de prendre un petit congé, et pendant quelques mois, il est retourné en Belgique, il est entre autres retourné à Rixensart, qui était sa propriété, en copropriété avec sa sœur, la comtesse de Montalembert, et il a laissé, pour les gens de Rixensart de l'époque, un souvenir marquant, parce que c'était un homme très charismatique, qui correspondait plus à la mentalité de chez nous qu'à la mentalité italienne, parce que c'était un homme pratique, qui faisait les choses qu'il disait, et ce n'était pas un personnage onctueux avec une littérature d'eau bénite de cour. Alors, en 1966, il a été nommé archevêque de Mélitène. Alors, qu'est-ce que c'est que Mélitène ? Ce n'est pas un cadeau qui coûtait très cher à Pie IX, parce que c'est ce qu'on appelait un archevêché in partibus infidelium, c'est-à-dire ce qui avait été autrefois, et je me demande si ça avait été le cas pour Mélitène, un archevêché dans des parties conquises
par les méchants, c'est-à-dire les musulmans, ou bien par les orthodoxes. Meliten, c'est une petite ville de Turquie, où actuellement c'est Malatya, qui est à côté, et qui est restée célèbre quand, à la bataille de Manzikert, en 1071, l'empereur romain IV Diogène a été complètement vaincu par Kigili Arslan, le sultan seldjoukide. L'Anatolie était prise par les Turcs, mais il est resté des îlots, et entre autres d'un îlot arménien autour d'Édesse, ça profitera à la première croisade, mais autour de Meliten. Un gouverneur qui était Gabriel de Meliten a résisté pendant une dizaine d'années à la montée turque seldjoukide, et pour finir, il s'est allié comme il a pu avec Baudouin de Boulogne pour essayer de sauver ses États, mais il a quand même dû se rendre aux Turcs seldjoukides et il a été assassiné. Il avait une fille, Morphia, qu'il a mariée à Baudouin du Bourg, le comte d'Édesse, Baudouin de Rethel, le successeur de Baudouin de Boulogne au comté d'Édesse, qui est devenu Baudouin II de Jérusalem. C'est comme ça que tous les rois d'Europe descendent de Gabriel de Meliten. Par ça, qu'est-ce qu'il y avait à Meliten ? Il y avait eu des orthodoxes, puis des musulmans, les catholiques, j'en suis pas sûr. N'empêche que Monseigneur de Meliten avait le droit de figurer parmi les autres évêques, évidemment, pas dans les conciles, pas dans les conclaves, mais dans les conciles écuméniques. Et donc ça lui a donné le prestige qu'avait à la même époque Monseigneur de Mercier-Argenteau, qui était archevêque de Tyr. Lui, mais à Tyr, il y avait eu des chrétiens. À Meliten, enfin, il y avait eu des orthodoxes à Meliten, mais il n'y avait pas eu beaucoup de catholiques. Alors, après ça, il a continué à réformer des institutions, comme l'Institut des Zecolette, qui était, où il a mis des filles de Saint-Vincent de Paul, qui était dans un quartier pauvre pour des jeunes filles sans le sou. Il a agrandi les bâtiments, il a acheté toute la maison voisine selon sa bonne habitude pour agrandir son école. Il a créé Saint-Louis de Gonzague et il a créé une école à côté de l'hospice. Tout ça, il achète. Et puis, en 1866, les troupes françaises, je mélange l'activité politique et l'activité religieuse. En 1866, les troupes françaises ont quitté les États pontificaux, mais la France conservait quand même un droit de regard sur le Latium, et l'armée des Zouaves était dirigée par le colonel d'Argy. Elle s'était entraînée à Antibes, figurez-vous. Curieusement, en France, l'armée s'entraînait. Peut-être qu'Antibes était... Non, Antibes était une petite république à l'époque qui s'était séparée de Monaco. Je précise que le prince de Monaco était le cousin germain de Xavier de Mérode. Il avait épousé Antoinette de Mérode et il avait vu au début de son règne se séparer les républiques. Enfin, peu importe, ça dépasse. Bon, alors voilà. Donc il a le général Kanzler qui a pris la tête des Zouaves pontificaux, puisque Monseigneur de Mérode ne pouvait plus jouer de rôle militaire, a vaincu Garibaldi à la bataille de Mentana. Et c'est la seule grosse défaite de Garibaldi, mais il s'est rattrapé 4 ans plus tard. Alors, il a créé dans le Latium, il voyait bien que le Latium était un peu abandonné. Le Latium était on le présentait comme un terrain vague, avec des paysans très pauvres et des gens qui, quand ils voulaient aller à Rome, pour trouver un peu de quoi vivre, devait marcher pendant des centaines de kilomètres dans une campagne désertique. Monseigneur de Mérode a créé la Vignapia, un institut agricole pour apprendre les métiers d'agriculture aux orphelins. Il a créé également le couvent des Trois Fontaines pour mettre le Latium en valeur sur le plan agricole. Voilà. Alors, en 1870, il y a eu l'unification allemande qui s'est faite sur le dos de Napoléon III. La France a été écrasée par l'Allemagne et on a profité de la défaite française. Les Piémontais ont profité pour s'emparer du restant des États pontificaux. Les Zouaves n'ont rien pu faire et Pie IX est allé s'enfermer dans le Vatican. Et Xavier de Mérode l'y a rejoint. Lui pouvait en sortir, mais Pie IX n'a jamais voulu en sortir et aucun des papes n'en est sorti avant Pie XI. Donc, le pape a... Le XXe siècle. Pardon ? Le XXe siècle. Avant le XXe siècle, avant les accords de Latran en 1929. Le pape s'est enfermé et à toutes les
proposition d'apaisement qu'on lui proposait, il répondait par cette phrase fameuse « non possumus ». Le « non possumus » de Pie IX est resté célèbre. Ceci dit, à partir de 70, a été créée ce qu'on appelle la question romaine. C'est-à-dire que le pape a estimé qu'on l'avait dépossédé injustement de ses États. Nous, catholiques, si nous sommes catholiques dans l'assistance, nous considérons que c'est une bénédiction pour l'Église d'avoir été dégagée de la tutelle d'un État laïque, en fait. Donc c'était une bonne chose. Mais à l'époque, les chrétiens considéraient que le pape n'avait plus la liberté de conscience s'il dépendait d'un autre chef d'État. Le pape s'est enfermé dans le Vatican. Il avait beau s'enfermer dans le Vatican. À l'époque, le Vatican appartenait à l'Italie. Et donc, on a bien vu qu'il avait quand même la liberté de conscience puisqu'il continuait à l'exercer, qu'on ne s'est jamais mêlé de ses affaires, même quand il était enfermé dans le Vatican. Léon XIII et Pie X ont repris cette politique qui interdisait à tout citoyen des anciens États pontificaux de voter aux élections. Et tout citoyen qui faisait un geste en faveur de l'État Piemontesi pouvait être excommunié. Donc c'était très grave. Ça s'est adouci à la fin du règne de Pie X, ça s'est surtout adouci avec Benoît XV, et pour finir, avec les accords de Latran en 1929, Mussolini et Pie XI ont trouvé cet arrangement qui est la création de l'État du Vatican, qui est le plus petit État du monde, qui reprend les jardins du Vatican, et quelques extras comme la basilique, comment s'appelle Saint-Jean de Latran, voilà, je cherchais voilà, qui font partie de l'État du Vatican. Bon, voilà, la question romaine a été évidemment préoccupante et a divisé les catholiques. Et Monseigneur de Mérode, après s'être rallié à la faillibilité pontificale, n'a plus aucun problème avec Pie IX. Il est mort avant lui. Pie IX est mort après Monseigneur de Mérode. Je vous signale une parenthèse que un seul pape a utilisé le dogme de l'infaillibilité pontificale. Et qui, d'après vous ? Quel est le pape qui a agi en tant que personnage infaillible ? Eh bien, c'était Pie XII. Pie XII, quand il a proclamé, dans les années 50, le dogme de l'Absomption de la Vierge. Dogme qui, par excellence, est bien fait pour diviser les chrétiens. Parce que, avant d'être obligé de croire que la Vierge s'est élevée toute seule et qu'elle est montée au ciel en chair et en os, c'est assez... Bon... Voilà, mais Pie XII l'a déclaré dogme de l'Église au nom de l'infaillibilité pontificale. A posteriori, je trouve que Monseigneur de Mérode avait quand même raison. Alors, une des dernières activités de sa vie, ça a été la découverte des catacombes. Le grand archéologue romain, M. de Rossi, lui avait dit qu'il y avait à tel endroit, un peu en dehors de l'enceinte de Rome, des tas de cimetières très intéressants et que si on creusait un peu, on trouverait des choses qui pourraient vraiment archéologiquement... Et Monseigneur de Mérode avait une passion pour l'archéologie, ça j'ai oublié de le préciser. Et donc, il y a eu une entrevue entre Xavier de Mérode et M. de Rossi, et il lui a dit, est-ce que vous pensez que à cet endroit, il y a des choses qui pourraient intéresser les chrétiens ? J'en suis certain, dit M. de Rossi. Et Monseigneur Mérode ajoute, mais vous pensez que nous pourrons nous entendre ? Je n'en suis pas sûr du tout. Très bien, dit Monseigneur Mérode, je vais quand même acheter les terrains. Et alors, il a acheté les terrains ça s'appelle attendez, le nom, parce que ça, je n'ai pas retenu. Le Tor Maranzio. Et il a commencé, de nouveau avec ses finances, à faire des fouilles pour retrouver d'ailleurs des traces d'une église paléochrétienne et toute une série de catacombes. Et à l'époque, on a cru que c'était le tombeau et l'église de Sainte Domitia, et éventuellement de sa cousine Sainte Pétronie. Sainte Pétronie qui fut patronne de la France au Moyen-Âge, donc une sainte extrêmement révérée, et Sainte Domitie qui aurait été la petite fille de Dioclétien, donc appartenant à la dynastie des Flaviens. Maintenant, les historiens contemporains mettent fortement en doute l'existence et de Sainte Domitie ou Domitie et de Sainte Pétronie. Il y en a peut-être eu, mais on ne sait pas qui et ni à quelle époque, et ce ne sont en tout cas pas ces deux dames, ce n'est pas la petite fille de Dioclétien ni sa nièce
qui était là lorsque Monseigneur a gratouillé au Tor Maranzio. Mais à l'époque, c'était une découverte formidable parce qu'on a excavé des centaines de mètres de catacombes, de tombes chrétiennes, d'églises chrétiennes, et tout ça, c'est à mettre au bénéfice de Monseigneur de Mérode, au crédit de Monseigneur de Mérode. C'est dans ces fouilles qu'il a été victime de nouveau, ce n'est peut-être pas la malaria, mais il a pris froid. Il a attrapé une bronchopneumonie en juillet 1874. Et comme l'a dit le recteur tout à l'heure, il a cru un moment que l'état s'améliorait, et puis il a quand même fini par y succomber. Et à l'époque, il était en procès à propos de sa fameuse caserne de Termini contre l'État italien. L'État italien, en prenant Rome en 70, avait tout raflé, en disant tout ce qui est public nous appartient. Le Mérode avait quand même mis, parce que son frère Werner avait contribué aussi à l'amélioration et à l'achat des terrains, avait mis beaucoup d'argent là-dedans. Et donc, Monseigneur de Mérode a commencé par attaquer l'administration romaine, etc. Puis il a attaqué directement le prince héritier d'Italie, le futur roi Umberto Ier. Et donc, le procès était encore en cours quand Monseigneur de Mérode est mort. Et pour finir, c'est son frère Werner qui, 7 ou 8 ans plus tard, a dû racheter à l'Italie tous ses bâtiments, un peu par souvenir de son frère, dans le souvenir de son frère, mais c'était encore le Mérode qui ont payé. Donc ils ont payé 2 fois. Mais il reste un souvenir très marquant de Monseigneur de Mérode à Rome, et je citerai encore un trait de son caractère ici, dans ses conversations avec Pie IX, un jour que le pape, dans une de ses promenades, l'avait écouté avec une certaine satisfaction en souriant au jugement qu'il portait sur les affaires, parce que Monseigneur Mérode n'avait pas sa langue en poche, il l'arrêta tout à coup et s'écria « Vous parlez trop, Mérode, je vais vous fermer la bouche !» Le prélat répondit aussitôt « Je ne demande pas mieux, mais vous devriez en même temps me fermer les oreilles. » Je crois qu'il avait bien vu ce qu'était la corruption romaine à l'époque. Alors, toute dernière petite anecdote. Il n'avait pas un grand amour de la musique. La cuisine, ça ne l'intéressait pas du tout. Il mangeait des ronds de carottes et ça lui suffisait. Et tout le monde savait que quand on était reçu chez Monseigneur de Mérode, il fallait dîner avant ou après. Et alors, il avait reçu un jour Franz Liszt. Franz Liszt, qui ne l'intéressait pas particulièrement. Il lui aurait dit cette phrase que je trouve excellente. « Monsieur Liszt, vous êtes charmant à entendre, même au piano. » Parce que Liszt parlait très bien aussi. Voilà, je termine là-dessus, sur ce personnage atypique et anticonformiste qu'était Monseigneur de Mérode, un homme qui aurait été certainement plus à l'aise en tant que catholique dans notre siècle qu'à l'époque, parce qu'il aurait pu défendre des causes... Pardon, excuse-moi. Non. Ah oui, il aurait pu défendre des causes qui étaient pour lui plus motivantes que de défendre un pape dont les positions n'étaient plus tout à fait les siennes, même s'il ne l'a jamais contredit. Et je signale encore que dans la famille de Mérode, il y a eu relativement peu, même très peu, d'ecclésiastiques. Il est, je crois, le seul évêque de la famille, et encore in partibus infidelium, mais c'était surtout un homme d'action, un homme de cœur, un homme intelligent et un homme qui voulait vraiment le meilleur pour l'Église. Il s'est un petit peu fourvoyé en défendant les États pontificaux. Aujourd'hui, on ne le ferait plus comme ça. Mais pour lui, à l'époque, c'était une cause qui en valait la peine. Et il faut se remettre dans l'esprit de l'époque et donc le juger à la fois selon nos critères et selon les critères de l'époque. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non. 1h30 quand même. Non, 1h10. Oui, d'accord. Peut-être y a-t-il éventuellement 1 ou 2 questions. Cécile, tu as des questions sans doute. Oui, monsieur. Vous avez une question, monsieur, on va paraître assez respectueuse. Vous connaissez la citation donc, c'est comme les soldats du pape, ils arrivent toujours après la bagarre. Est-ce qu'il y a une certaine historicité à cette question?
Je ne pense pas, plutôt on parle de l'opéra Les Carabiniers d'Offenbach dans ce cas-là. Ceux qui arrivent toujours quand tout est fini. Non, les zouaves pontificaux se sont battus et il y a eu énormément de morts dans la noblesse française. En fait, ces zouaves, c'était le carnet mondain. Parce que c'était en grande partie composé de Bernice, de Bec de Liesse, de Lorgeril, de Pimaudan, de toutes sortes de personnes qu'on appelait à l'époque bien nées et bien mortes forcément. Et donc c'était des gens pour qui la bataille était l'idéal d'une vie. Vous savez que depuis le XVIIe siècle, l'aristocratie n'était pas très active sur le plan civil. J'ai même un ami qui parlait de l'aristocratie du XXe siècle. La force de l'aristocratie, c'est sa résistance à l'oisiveté. Mais au XIXe siècle, l'oisiveté était totale. Parce qu'après la Révolution, au XVIIIe, on était obligé de servir le roi, d'entrer dans les armées. Au XIXe, il n'y avait plus de conscription et l'armée était totalement volontaire. Et donc, tous ces jeunes vivant encore dans l'esprit du Moyen-Âge, et pour eux, le sommet d'une carrière militaire, c'était de se battre, de montrer son courage, son héroïsme, et de mourir au champ d'honneur. Et c'était un peu comme les franciscains du XIIIe siècle qui partaient partibus infidelium pour être des martyrs. Ils ne partaient pas pour convertir, ils partaient pour prêcher la bonne parole et être tués par les méchants infidèles. C'était un peu la même chose. Et dans l'optique de tous ces gens qui se battaient dans les zouaves pontificaux, la guerre était un acte noble pour une cause noble dans laquelle ils pouvaient acquérir une mort noble. Donc ce n'était pas le genre de gens à arriver trop tard, ni même à fuir au milieu du combat. Oui. Armand. Je voulais faire deux remarques qui sont importantes pour Monseigneur de Mérode, enfin Xavier de Mérode. C'est que d'abord, il a vécu une vie absolument pas confortable, riche, je dirais. Il était tertiaire, une fois prêtre, il était tertiaire franciscain. Donc, il avait une chambre très, très peu meublée, je dirais, et il avait un lit de camp. Ça, c'est clair. C'est comme ça qu'il a vécu. Il a vécu comme un soldat en campagne. Et en mangeant très peu. Oui, voilà. Oui. Donc, il faut pas... Alors, quand on parle de lui et les critiques, même en Italie, c'est qu'il était très riche et qu'il s'en mettait plein les poches. Non, c'est tout. Ce qui est faux. J'ai bien expliqué que c'était pas du tout. Tu as dit que c'était faux. Oui, c'est tout. Effet, oui. Tu as dit le contraire. Mais on l'appelait Saint François de Sales. Je voudrais quand même dire que lui, il en était conscient et qu'il vivait une vie très simple. Et il vivait très différemment des prélats romains, qui avaient des palais et qui avaient des maîtresses encore au XIXe. Donc, je voulais dire une deuxième chose. Ou des gitons jeunes. Oui. C'est que tu as parlé de guerre d'Algérie. Oui, c'était une guerre en Algérie. D'abord, l'Algérie n'existait pas. C'était la guerre contre Alger, qui avait coulé un bateau américain et qui énervait tout le monde entier, qui passait par là, comme faisait la Somalie il n'y a pas longtemps. Des pirates, et que des pirates. Alors, et ça durait depuis des siècles. Ouais. On ne pouvait pas aller prendre un bain à Saint-Tropez sans être enlevé et se retrouver esclave féminin ou masculin à Alger. Je peux t'en parler pendant des heures. Alors ça, c'est Alger. Alors l'Algérie, quand vous avez le livre de Monseigneur, vous trouvez qu'il parle de la Kabylie. Oui. En effet, la Kabylie attaquait beaucoup les Français quand ils occupaient Alger pour la question des navires et de la mer et des coups des pirates. Alors ils étaient embêtés par l'arrière-pays qui étaient les Kabyles, qui n'étaient pas les pirates d'Alger. Voilà. Alors c'était une guerre qui n'était pas une guerre de colonialisme. Alors l'enfumé et tous ces trucs-là, je m'excuse, ça résonne comme ce qu'on dit maintenant sur la colonisation. Ça n'a rien à voir. Ce sont quand même des crimes de guerre, Armand. La colonisation était pris parce que ça énervait les navires et que
tout comme... Oui, c'est intéressant la remarque d'Armand, parce que, étant jeune à l'école, nous apprenions, à propos de la conquête de l'Algérie par la France, que c'était en réaction pirate. C'est ça, mais on n'avait jamais entendu parler des histoires d'enfumage et tout ça que tu nous as raconté. Évidemment. On en a beaucoup parlé sous Louis-Philippe, puisque la presse parisienne il y a eu la réaction, la France a réagi. Et d'ailleurs, Victor Hugo disait de Saint-Arnaud, celui qui a fait les emmurades, ce général avait les états de service d'un chacal. Donc il y avait des mots assez durs. Mais je veux dire par là que je ne parle pas... Je ne me mêle pas ici de la politique française, coloniale française au XIXe, pas plus qu'aucun de vous ne se mêlerait de ce qu'on raconte sur Léopold II. Mais je voulais dire que pour ce jeune homme qui était Xavier de Mérode et qui était l'aide de camp, enfin à côté de Bugeaud, qui donnait des ordres de dévastation quand même assez terribles, cette guerre a dû être le contraire de la guerre chevaleresque qu'il voulait mener en tant que jeune homme idéaliste, etc. Oui, mais tu as tout à fait raison. Une attaque par des pirates n'est pas un casus belli à proprement parler, parce que les États occidentaux ont beaucoup embêté les peuples africains et surtout les peuples d'Amérique du Sud. Les conquistadors n'étaient pas venus comme ça pour apporter uniquement le confort européen. Enfin bon, bref, on peut en parler. L'histoire de guerre, c'est aussi vieux que le monde. Une dernière question peut-être? Oui. Cimetière des Allemands, peut-être deux mots, peut-être il était au cimetière des Allemands. Des Teutons et des Flamands. Des Teutons et des Flamands. Oui, oui, j'ai été voir sa tombe avec Charles Louis. Et voilà, oui. on a été à un certain nombre. Oui. En gros, pourquoi il est là? Parce qu'il n'était pas italien. Oui, oui. C'était un flamand. Pour les Fiamminghi, c'était tous les habitants des Pays-Bas. Donc pour les Italiens. Donc voilà, il était belge et flamand. Dans les mots, il y a eu, je ne me rappelle plus à quelle époque, mais dans la version française de l'Osservatore Romano, oui. Il y avait eu un de ces mots célèbres, le pape, qui lui questionnait sur éventuellement la réforme de la curie romaine. Oui. Et il aurait dit, ce serait beaucoup plus simple de nettoyer les pyramides avec une brosse à dents. Ah, c'est pas mal ça, oui. Oui, 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 mais il y a... Bon, vous en reparlez. La curie romaine, on en parle encore aujourd'hui. Oui. Voilà, et bien un immense merci à Olivier pour ce savoureux moment que nous venons de passer ensemble. Je pense qu'on a réellement voyagé. Ça valait le coup, je pense, pour les 200 ans de Monseigneur de Mérode, de faire tout cela, de pouvoir parler de lui. Je pense que c'est un personnage tout à fait atypique. Voilà, donc un immense merci de ce côté-là. Alors justement, on a plein d'anniversaires. Alors lui, il va fêter son anniversaire, donc je compte sur vous à chaque fois pour lui là-bas, lui également dans 2 semaines. Lui, voilà. Donc on se revoit, on fixe tout ça et ça. D'accord. Bon, comme Olivier l'a dit, plus d'honneur que d'honoraires. On ne pouvait pas ne pas marquer le coup, si je puis dire. Alors, je vous en ai parlé, on a une association. Alors, Olivier, si tu acceptes d'être membre d'honneur de l'association, voici la petite carte de membre voilà, qui te permet de venir visiter très long quand tu veux, mais ça, tu le savais déjà d'avance. Ça, c'était une première chose. Ah non, bah non, sinon ça ne sert à rien. Bon, ça, c'était une première chose. Oui. La seconde chose, c'est un petit présent que tu vas pouvoir ouvrir maintenant devant tout le monde. Tout le monde se demande de quoi il s'agit, bien entendu. En Occident... Pardon ? Est-ce que tu as encore de la place pour ça? Oui, j'ai une voiture. Ah non, chez moi. Oui. Non, chez lui. Au plafond. En Europe, il est très mal vu de ne pas ouvrir un cadeau quand on le reçoit, mais ne faites pas ça en Asie. En Asie, vous ne devez jamais ouvrir un cadeau comme vous. Ah non, c'est juste le contraire. Oui. Alors, il y a tellement de papier collant. Attends. J'ai emballé ça de mes blanches mains. Oui. Tu as magnifiquement fait. Faites comme les enfants, hein. On ne va pas déchirer un papier. En plus de ça, il y a un deuxième.
magnifique. Double emballage, sans vous le tirer. Il y a du papier de soie. Ah. Ma parole. Mais ça, il faut le mettre. Bon, alors, c'est un tableau qui se trouve juste de l'autre côté du mur. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un portrait du maréchal de Mérode, qui s'appelait Jean-Philippe. Si Jean-Philippe. Oui. Oui, et il tient en main une bière de Chimay. Oui, alors normalement, il tient en main ce bâton de maréchal. Et puis on s'est dit avec Charles que ce serait sympa de le dynamiser un petit peu. C'est très bien. Et il y a un très beau portrait équestre de lui à Westerlo. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Et On va donc, plutôt que de retoucher Monseigneur de Mérode, je ne l'avais pas encore fait, et puis ça aurait peut-être été mal vu. Moi, je pense que je vends de la bière Bertin-Champ dans mes dépendances, et je le mettrai au-dessus. On mettra au-dessus du Chimay. Oui, voilà. En tout cas, un grand merci, merci Philippe. À toi, Olivier. Merci. Je pense que ça trouvera une place rigolote chez toi. Oui. Donc, Olivier, lui, est propriétaire, comme je l'ai dit au début, du château de Corroy-le-Château, pour lequel il se donne énormément de mal. Allez visiter Corroy-le-Château, ça vaut également le coup d'œil. C'est Jean Blou. Voilà. Nous ferons peut-être, c'est prévu dans les cartons, une visite avec l'association l'année prochaine. Ça peut être intéressant. Parce que vous savez que dans l'association, on a divers événements qui sont prévus. On a par exemple un déjeuner prestige le week-end prochain, samedi prochain. Ceux qui veulent s'inscrire, il reste de la place. Donc c'est 16 convives autour de la table ici, avec des pièces théâtrales entre les repas. Et le repas est fait par Monseigneur de Mérode. Alors le repas n'est pas fait par Monseigneur de Mérode, rassurez-vous. Il est fait par les chefs de la Petite Folie, qui est le restaurant que j'ai ouvert sur la propriété le long de l'étang du Haillon. Voilà. On a également toute une série de choses. On aura la journée des enfants au moment de Pâques. Et puis en parlant de visite, nous faisons au mois de mai, le 16 mai, la visite du château d'Éric Sansard. On a ici oncle Charles-Louis qui est là, tante Clotilde qui se cache quelque part. Voilà, donc on aura le plaisir d'aller visiter Éric Sansard. Ça, c'est dans un premier temps, c'est le matin. Et l'après-midi, nous allons visiter Bruxelles, évidemment sur la thématique Mérode. Je suis en contact notamment avec le Parlement pour pouvoir avoir accès à la statue de Félix, etc., etc. Ça risque d'être une très très belle visite et je vous invite évidemment tous à nous rejoindre et à y participer. Également, au mois de septembre, nous aurons une conférence de Mario Cyr. Mario Cyr qui est le spécialiste mondial de plongée sous-marine dans les milieux les plus hostiles de la planète, une sorte de Spielberg de la vie sous la banquise. Il viendra nous présenter son nouveau film Odyssée sous les glaces. Ça, c'est pour toute la minute publicité de l'après-midi. Voilà, je vous remercie infiniment à tous de votre présence et n'hésitez pas à devenir membre de l'association. Bien sûr. Dernière chose, et non des moindres, on a profité de l'événement pour ressortir un certain nombre de choses plutôt intéressantes. La famille, ils sont déjà allés se promener, ce n'est pas le cas des autres. On a ressorti les ornements de Monseigneur de Mérode. Alors même s'il, comme Olivier en a parlé, c'était quelqu'un de très simple finalement dans sa façon de vivre, à l'époque, les ornements liturgiques étaient quelque chose de tout à fait exceptionnel. Vous en avez un exemple ici
c'est une cape. Alors je ne vais pas la mettre sur moi, mais tout ça est cousu de fils d'or et d'argent. C'est absolument somptueux. Je vous invite à vous rendre dans la bibliothèque et à suivre simplement William au fond. Il va vous emmener voir les ornements et également des documents diablement intéressants puisqu'il s'agit des lettres de Monseigneur de Mérode en relation avec Pie IX, donc des lettres de Pie IX qui sont ici présentées, également une lettre de Léopold II pour la mort de Monseigneur de Mérode. Voilà, je vous invite à aller découvrir ça. Ceci achèvera cette journée. On a prévu également, juste pour clôturer en beauté, pour chacun de vous, un petit verre, y compris nos visiteurs du jour, un petit verre dans la grande salle à manger, un petit jus de pomme. Voilà, comme ça vous ne repartez pas le ventre vide. Voilà, merci à vous tous en tout cas.